Isarta est le site d'emploi numéro 1 au Québec en communication et marketing. Propulsez votre carrière et trouvez l'emploi idéal en vente, numérique, marketing, communication et bien plus encore. Isarta.com. Trouvez, sélectionnez et postulez facilement. Bonjour et bienvenue à la conférence Midi Express d'Isarta. Très heureuse de vous retrouver. Le thème d'aujourd'hui sur la pénurie de main-d'œuvre est un sujet sensible qui touche beaucoup d'employeurs et on prévoit pour vous donner des astuces. On prévoit de vous donner des astuces pour vos recrutements aujourd'hui. Alors, vous allez pouvoir échanger aujourd'hui avec Philippe Zinfer, qui est formateur et conférencier en innovation RH et organisationnelle et créateur de solutions face à la pénurie de main-d'œuvre de talent, ainsi qu'avec Mathilde Quentin, qui est chef happiness officer et également formatrice en marketing RH, tous les deux chez Patrimoine RH. Alors, bonjour Mathilde et Philippe, bienvenue. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Philippe, tu as plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines et du recrutement. Tu es un expert en marketing RH, mobilisation d'équipe, transformation organisationnelle et recrutement à l'international. Et Mathilde, ton expertise est le bien-être au travail et tu as un intérêt tout particulier pour la technologie, l'intelligence artificielle et l'innovation RH. Alors, avant de commencer, je vous invite en fin de compte pour pouvoir poser vos questions aux conférenciers et également échanger entre vous sur le chat, parce que je vois que vous avez déjà commencé. Donc, vous devez en fin de compte, si vous ne l'avez pas encore fait, vous inscrire sur la droite de votre écran et cocher la case « J'accepte ». Ça va activer donc votre chat et vous pourrez répondre au sondage à cet endroit également. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Mathilde et à Philippe qui vont vous révéler leur astuce pour recruter en temps de pénurie de main-d'œuvre. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Bonjour à tous, bienvenue. Philippe. Oui, en fait, je voulais souhaiter la bienvenue à tous et puis merci de prendre du temps sur ce moment de repas là, pour pouvoir participer avec nous et échanger. Puis peut-être aussi nous partager quelques petites astuces. Et je pense qu'on pourrait commencer, si tu es d'accord Isabelle, par un premier sondage. Voilà. Alors, votre organisation rencontre-t-elle des difficultés chroniques pour recruter? Non. Si c'est non, il va falloir nous dire comment vous faites. Oui, depuis plusieurs années ou seulement, donc là on ne voit pas la suite depuis les derniers mois en fait, je pense que c'est ça. Alors pour répondre, oui, effectivement, vous devez cliquer sur le chat. Donc vous devez vous inscrire, cocher la case. Je vois qu'il y a déjà des réponses qui rentrent. On va attendre encore 5 secondes avant de révéler le petit sondage. Bien hâte de voir s'il y a des organisations qui n'ont pas de problème chronique pour recruter. Allez, je lance le résultat. Bon, ouais, ça m'aurait surpris aussi. 38% depuis plusieurs années et seulement 61% depuis les dernières semaines, les derniers mois. En tout cas, avec ces résultats, ça nous amène, Philippe, à me poser la question, à ton avis, pourquoi on a une pénurie de main-d'œuvre aussi forte, notamment au Québec? Alors, je pense qu'il y a plein de raisons qui expliquent la pénurie de main-d'œuvre. La première, on va quand même trouver ça très positif, c'est qu'on est dans une économie qui est bonne. Il y a une croissance qui est quand même incroyable au Québec. Il y a plein d'activités partout et dans quasiment tous les domaines. Donc ça, c'est le côté très positif.
Peut-être le côté, on va dire, à modérer, c'est qu'on a aussi une problématique démographique, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui quittent le marché de l'emploi versus des jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Donc, on a, comme je disais, une bonne croissance, mais malgré tout, il nous manque du monde au Québec. Hein, ça, c'est une réalité. Et peut-être le point le plus négatif de tout ça, c'est qu'en plus, les métiers qui aujourd'hui recrutent, alors il y a des métiers qui sont, on va dire, très technologiques, dont en fait des métiers qui sont récents. Il y a certains métiers qui ont moins de 5-6 ans. Donc, ça veut dire que le système éducatif a pas eu le temps encore de les former. Donc, il faut aller les chercher des fois à l'extérieur ou il faut les former en interne. Puis même, ces formations-là, des fois, sont pas suffisantes parce qu'il va falloir continuer à former. Donc, ça, c'est plus sur les métiers émergents. Et là, on a une vraie problématique de fond, c'est surtout les métiers manuels, tous ces métiers techniques qu'on a dévalorisés. Puis quand je dis on, je fais partie de ça, mes parents ont dû faire partie de ça, nos grands-parents ont peut-être fait partie de ça. Ces métiers où on a dit, parce qu'en fait, on voulait que tout le monde aille à l'université, alors que tout le monde n'est pas fait pour aller à l'université. Hein, Puis ça n'a rien de dévalorisant là-dedans. Hein. Moi, par exemple, c'est comme si on me mettait face à un piano, qu'on me dit apprends le piano. Vous avez beau mettre 2 ans devant un piano, il y a de grandes chances que je sois jamais un grand musicien, puis en plus, j'aurais pas de plaisir. Donc, pousser des gens à faire des études alors qu'ils n'avaient pas l'envie, je pense que ça a été une des problématiques, et pas uniquement au Québec, hein, dans beaucoup de pays en pleine croissance. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plein de métiers, on le voit, des métiers techniques, des métiers manuels, on ne trouve personne. Et dernier point qui peut-être aujourd'hui pose une problématique justement face à cette pénurie de main-d'œuvre, c'est qu'on a un système de recrutement à l'international qui est assez sélectif et assez long. Et d'ailleurs, on le voit, hein, la province de Québec au-delà du fédéral, a aussi ses propres pratiques. Et donc là, on se rend compte que recruter quelqu'un, dans certains cas, c'est pas toujours le cas, parce qu'on peut même en parler aussi aujourd'hui, mais ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué. Certains disent même ça peut être cher. Donc, tout ça fait qu'on se retrouve dans une situation où tout est au feu vert, l'économie est au feu vert, tout va bien. On vient de passer quand même une période de 2 ans qui était difficile pour beaucoup d'entreprises. Malgré tout, ça fonctionne, ça roule, mais il y a des entreprises qui essayent de se relancer. Hein. Je pense surtout au domaine de l'hôtellerie, la restauration. Mais c'est parce que si vous êtes un restaurant et que vous n'avez pas de cuisinier, c'est plus compliqué. Donc ça fait vraiment partie des composants de la pénurie de main-d'œuvre et pourquoi on en a une si forte actuellement. Et donc là, ce que tu nous évoques, le fait de manquer, en tout cas, de ne pas avoir formé suffisamment de personnes dans certains domaines, etc., on est face à cette situation. À ton avis, ça va durer combien de temps? Là, ça c'est pas moi qui le dis, hein. Ça c'est vraiment les gens qui analysent la démographie. Puis en fait, ce que donne comme indicateur les analyses, c'est on en a pour 10 ans. On a 10 ans qui vont être difficiles et il y en a 5, les 5 prochaines années qui vont être très difficiles. Mais si puis là, c'est de façon très générale, je réponds à la question de façon très générale. Par contre, si on regarde certains secteurs, on va dire plus particuliers, je prends exemple les technologies de l'information, eux, ils n'ont pas attendu que la pandémie arrive. Eux, ça fait déjà 10 ans qu'ils commencent à vivre une pénurie de main-d'œuvre. Et actuellement, c'est juste une folie, quoi. La plupart des entreprises qui sont en technologie de l'information disent demain, il y a un analyste qui arrive où il y en a 10, on les embauche, quoi. S'ils sont bons, on les embauche. Donc, il y a certaines industries quand même qui ont vraiment de gros problèmes. Puis celles qu'on découvre aujourd'hui, peut-être un peu plus par rapport à ça, et où ça va perdurer, c'est plutôt des métiers techniques, manuels et autres. Je pense que si on prend l'exemple du métier de soudeur, c'est un des métiers les plus recherchés au Québec, machiniste et autres. Donc, le message que j'ai envie de dire, c'est que ça va durer. Oui, c'est pas prêt de s'arrêter demain. Et est-ce que c'est 10 ans justement, parce que là, on sait qu'au Québec, est-ce que c'est une exception le Québec de cette rareté des compétences ou c'est quelque chose d'international ou voilà. Est-ce que ces 10 ans c'est propre au Québec ou c'est spécifique à d'autres pays aussi? Non, en fait, ça, c'est vraiment pas spécifique au Québec. Et d'ailleurs, c'est peut-être là où aujourd'hui certaines entreprises qui commencent à recruter à l'international se rendent compte qu'elles sont aussi en compétition avec d'autres pays. C'est le cas
beaucoup de pays en plein développement. Bon, mais c'est sûr qu'aux États-Unis, ils recherchent aussi du monde. En France, ils recherchent du monde. En Belgique, ils recherchent du monde. En Suisse, ils recherchent du monde. Donc, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de pays. Puis oui, c'est sûr qu'en ce moment, il y a une situation économique en Europe qui, avec la crise et la guerre, qui pose sûrement d'autres problématiques. Mais il y a une vraie problématique de compétences dans beaucoup de pays, ce qui va sûrement amener aussi à ce qu'il y ait une compétition inter-pays. Donc, un candidat qui aura des compétences, je sais pas moi, que ce soit en informatique ou en soudure, avant, il pouvait avoir plein d'opportunités pour venir au Québec. Aujourd'hui, il aura plein d'opportunités pour venir au Québec, mais aussi aller en Suisse, aussi aller en Belgique, aller aussi dans les Antilles françaises, parce que tous ces pays-là manquent de main-d'œuvre, on va dire, qualifiée et spécialisée, quoi. Donc, oui, c'est pas uniquement le Québec, quoi. D'accord. Mais face à tout ça, on sait que quand même on est dans une économie, il faut la faire fonctionner. Est-ce que tu as des pistes qui seraient efficaces? En fait, je pense que la première des pistes qui est la plus importante, c'est d'essayer de fidéliser ses employés. Parce que on recrute, on a du mal à recruter, c'est compliqué, c'est long. Mais pendant qu'on recrute, il ne faut pas qu'on perde trop de joueurs, hein. Ça, c'est important. Alors, quand je dis qu'il ne faut pas perdre trop de joueurs, il ne faut pas non plus vouloir garder des gens qui veulent partir. Ça, c'est terrible. Ce que je veux dire, ça va même à l'opposé de ce que je pouvais dire juste avant. Mais quelqu'un qui veut quitter votre organisation parce qu'il va aller voir si l'herbe est plus verte autre part, à tout faire pour le garder, en fait, on peut peut-être aussi nuire à la croissance de notre entreprise, parce que quelqu'un qui est plus heureux, il faut lui laisser la possibilité d'aller voir autre part. Donc oui, on le voit que les pratiques aujourd'hui de fidélisation sont mises en place de plus en plus. Ce qui faisait sourire il y a quelques années les chefs d'entreprise sur, par exemple, le marketing RH, beaucoup disaient non, c'est une mode, ça va passer. Bon, aujourd'hui, c'est plus une mode. Tout le monde se rend compte qu'il faut développer des pratiques de gestion de marque et de marque employeur. Qu'est-ce qui va aussi faire la grande différence dans les entreprises aujourd'hui? C'est que comme la pénurie de main-d'œuvre est forte, toutes les entreprises sont en train de développer des stratégies de fidélisation et de bien-être au travail. Toutes. Puis je dis toutes. Certaines mettent beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, d'autres un peu moins, mais elles ont toutes aujourd'hui, elles doivent toutes en tout cas prendre le bien-être de leurs employés en compte. Puis si elles ne le font pas, malheureusement pour elles vont subir du roulement de personnel, elles vont subir des pertes de collaborateurs précieux. Donc, à un moment, ça va être obligé de refuser des contrats. Mais c'est ça la réalité. Puis ça, on le doit à qui? On le doit à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, moi, je dis tous les jours, merci la pénurie de main-d'œuvre. Je le dis, je sais que ça va sûrement énerver peut-être des chefs d'entreprise. Mais s'il n'y avait pas cette pénurie de main-d'œuvre aussi forte, en fait, on n'aurait pas un engagement aussi fort à vouloir développer le bien-être de nos collaborateurs dans les organisations. Un peu comme la pandémie nous a obligés de développer le télétravail. On se rappelle qu'avant la pandémie, c'était une minorité de chefs d'entreprise qui étaient prêts à offrir 2 ou 3 jours de télétravail à leurs collaborateurs qui pouvaient en bénéficier. La pandémie, elle a dit, non, ça va être complètement différent. C'est que tout le monde qui a la possibilité de faire son travail à distance va le faire. Donc, ça a changé. Puis là, on le voit, la pandémie est en train, en tout cas, on espère qu'elle est en train de disparaître. Mais ce n'est pas parce qu'elle disparaît que les gens vont revenir à temps plein dans les organisations. Donc, je pense qu'il faut aussi que les entreprises se réinventent par rapport au monde dans lequel elles vivent, quoi. Je pense qu'il y avait aussi, Mathilde, la possibilité que Isabelle puisse envoyer un deuxième sondage. Et dans ce deuxième sondage, on a prévu de parler de taux de roulement du personnel. Alors, comme il est anonyme, allez-y, soyez honnête. Est-ce que votre entreprise a moins de 10% de taux de chômage? Et puis peut-être que vous ne le savez pas, parce que ça aussi, on ne le propose pas dans la solution, là, dans les choix de questions, mais peut-être que vous ne le savez pas. Et puis si vous ne le savez pas, des fois, c'est comme de ne pas savoir les choses, c'est comme rassurant, parce qu'on n'a pas à se comparer. Donc moins de 10%, entre 11 et 20%, entre 21 et 30% et plus de 30%. Alors, je suis très surpris et en même temps, je suis agréablement surpris parce que je vois qu'il y a 30% des entreprises qui disent qu'il y a moins de 10% de taux de roulement, ce qui est beaucoup, mais ce qui est bon quand même. Entre 11 et 20%, c'est 52%, donc quasi un peu plus d'une entreprise sur deux, 8% pour 21 et 30 et seulement 8% pour les entreprises qui pensent qu'elles ont plus de 30% ou qui mesurent qu'il y a plus de 30%. Je trouve ça vraiment bon. Aujourd'hui, au Québec, les chiffres sont
plutôt à dire 20% et plus, qui serait plutôt une moyenne. Et il y a des entreprises qui montent jusqu'à 50% de taux de roulement. C'est très, très fréquent. Alors, c'est pas toujours avouable parce que on se dit, mais il y a des fois aussi, il y a des contextes qui fait que c'est plus difficile de recruter. Donc, content de voir que les taux de roulement pour les gens qui aujourd'hui sont avec nous sont plutôt, on va dire, acceptables. Même si, s'il y a quelques années de ça, s'il y a 10-15 ans, on m'avait dit que je dirais acceptable quand on avait entre 11 et 20%, j'aurais dit non, c'est impossible parce que ce qui, normalement, dans beaucoup d'études, disent que ce qui est acceptable, c'est quand on a aux alentours de 6-7%, c'est acceptable. Puis là, aujourd'hui, je dis que c'est acceptable quand il y a 11 et 20%, mais la réalité du marché est là. Puis le marché va aussi se réadapter. Hein. Ça, c'est clair que le marché va se réadapter. Mais pour rebondir par rapport à ça, on voit qu'il y a du roulement, etc. Tu dis que finalement, on voit chez les voisins, ils s'occupent de la fidélisation, il y a plein d'avantages, etc. On ne sait plus quoi inventer. Comment on peut se démarquer? Comment on peut faire en sorte que, ok, là, j'ai les mêmes avantages, je regarde chez les voisins, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait qu'on peut attirer l'attention des candidats? Comment on peut faire une différence? Alors, premièrement, ça, ce que je vais dire, ça va sûrement, là aussi, surprendre beaucoup de dirigeants ou de gestionnaires ou autres, mais c'est que les gens veulent se démarquer, mais ils font comme les autres. Le principe de se démarquer, c'est de faire différemment. Donc, il faut être audacieux. Dans vos entreprises, il faut être audacieux. Puis, des fois, je propose des solutions aux chefs d'entreprise, aux gestionnaires RH. Ils me font « Ah non, c'est trop gros ». C'est parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que font vos compétiteurs. Si vous faites comme vos compétiteurs, ne me dites pas que vous voulez vous démarquer parce que vous faites exactement la même chose. Et puis souvent, vous allez avoir des compétiteurs qui vont faire comme vous, mais qui en plus ont peut-être plus d'avantages sociaux ou des salaires de base supérieurs. Forcément, ça va être beaucoup plus compliqué pour attirer ces collaborateurs ou en tout cas les fidéliser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer nos candidats? Premièrement, il faut essayer de déterminer avec l'ensemble de ses collaborateurs, c'est quoi notre culture d'entreprise? Qui on est? C'est quoi notre ADN? Qu'est-ce qu'on aime dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Ça, je pense que c'est la base parce que un soudeur, quand il va travailler dans une autre entreprise, vous savez quoi? Il va souder. Donc, c'est pas de savoir s'il va souder dans une telle ou telle entreprise, c'est de savoir pourquoi il a envie d'aller souder dans cette entreprise-là. Qu'est-ce qui le rejoint? Puis si c'est uniquement le salaire, le jour où il trouvera une autre entreprise qui perd un peu mieux ou avec plus d'avantages, il quittera. Donc, c'est pas la peine de se dire moi j'arrive pas à fidéliser parce que je suis pas une grosse entreprise et que je peux pas donner des gros salaires. Ça c'est faux. Ça veut dire, j'ai beaucoup d'exemples concrets d'entreprises qui aujourd'hui ont des collaborateurs qui sont hyper heureux, qui sont même des ambassadeurs, qui défendent leur organisation, qui s'impliquent dans l'organisation, alors qu'il y a sûrement de meilleurs salaires autre part ou des avantages sociaux plus forts. Mais je pense que ça, c'est la première des choses. Donc ça, c'est qui on est comme organisation et comment on peut soutenir notre culture d'entreprise. Deuxième des choses, c'est vraiment la bienveillance. Puis il n'y a pas la bienveillance parce qu'on a décidé de mettre ça dans nos valeurs organisationnelles. La bienveillance dans l'entreprise, c'est-à-dire prendre soin de nos collaborateurs. Puis, prendre soin de nos collaborateurs, ça se fait pas une fois de temps en temps, ça se décrète pas comme ça. Ça veut dire qu'on a un vrai plan d'action, ça veut dire qu'on est proche de nos employés, on a de la reconnaissance. On ne manage pas uniquement l'entreprise sur des indicateurs de productivité. Ça, c'est sûr que quand vous êtes juste à regarder votre chiffre d'affaires ou la production et autres, et non pas le bien-être organisationnel, vous ne pouvez pas dire que vous êtes bienveillant. Parce que la bienveillance, c'est quand même de prendre soin de ses employés. Puis, plus on prend soin de ses collaborateurs, de ses collaboratrices, plus ces gens-là sont bien et plus ils se sentent bien, plus ils sont productifs. C'est pas nous qui le disons, c'est l'Institut Gallup qui, depuis des années, vraiment fait des liens entre le bonheur au travail et la productivité, le niveau d'engagement, le niveau de fidélisation. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, pour ceux qui douteraient encore, donc c'est la réalité. Mais moi, Mathilde, j'ai envie de te poser la même question parce que tu me demandes à moi ce qui fait que les gens vont pouvoir, comment ils vont faire pour se démarquer. Mais toi, ton rôle, là, il y a quelques années de ça, les gens riaient quand on disait que tu avais un rôle de responsable du bonheur ou CHO, Chef Happiness Officer. On riait de ce métier, on disait, non, c'est une blague, c'est pas un métier, ça. Mais toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu apportes dans les entreprises?
Puis, merci de rebondir là-dessus. Après, c'est vrai qu'il faut que cette démarche elle soit sincère. Hein. Faut pas que le bonheur, moi au départ, on rigolait et quand j'ai fait ce métier au démarrage, on voyait beaucoup dans la communication effectivement les médias disaient oui, on va ramener des baby-foot ou des cours de yoga, c'est bien beau. Oui, ça peut contribuer au bonheur, bien sûr. Vous offrez plein de cadeaux à vos enfants, ils vont être contents, mais sur un moment donné, hein, sur du court terme. Sur du long terme, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est quoi le bien-être, c'est quoi le bonheur en entreprise, qu'est-ce qui nous rend heureux? Et quand on déconstruit un peu la question du bonheur, même de manière philosophique, bah, le bonheur, c'est d'être avec des gens avec qui on se sent bien, des collaborateurs avec qui on peut échanger, on peut communiquer. C'est avoir des projets qui ont du sens, des missions voilà, qui ont du sens, des valeurs partagées, une façon de fonctionner. Et donc vraiment, des outils de travail aussi qui sont à disposition, auxquels on peut bien travailler. Donc c'est vraiment repenser effectivement à savoir, ok, chaque structure a ses spécificités. Comment on veut sentir, comment on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut faire dégager à l'extérieur, et comment on peut améliorer au quotidien notre façon de travailler, notre façon de se concentrer, notre façon de collaborer ensemble. Et le rôle du responsable du bonheur, mais c'est pas moi Philippe, je sais pas comment tu penses, je sais pas comment tu fonctionnes, hein, donc je pourrais pas répondre à ta place. Mais c'est vraiment d'être un peu ce facilitateur, à savoir, c'est qui mon équipe, comment elle fonctionne, c'est quoi leurs besoins. Hein. Si j'organise une partie de Noël et puis pour moi j'adore danser, mais aucune de mes personnes aime danser, ils vont pas s'amuser. Par contre, si je leur pose la question et ils veulent un karaoké, par exemple, ben là je vais leur faire plaisir, hein, et là ça va répondre à leurs besoins. Donc c'est vraiment d'aller interroger les équipes, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi vos besoins précisément, hein, de ne pas penser à la place de ces équipes. Hein. Si par exemple ils ont des enfants en bas âge, peut-être les 5 à 7, ça va être compliqué pour eux, hein, ça va être source de stress, ils vont préférer des cafés collaboratifs du matin. Donc c'est vraiment, c'est qui vos équipes avec qui vous travaillez. Et c'est comme ça que moi je pense à le bonheur, et c'est quoi le bonheur réellement, avec qui on travaille, comment on veut grandir ensemble. Et puis Mathilde, là j'écoute ce que tu nous partages et en même temps ça me ramène il y a quelques années en arrière lorsqu'on a accompagné un cabinet d'avocats à Montréal où la dirigeante d'entreprise a vraiment transformé son entreprise, axé son entreprise sur le bonheur de ses collaborateurs et ses collaboratrices et qu'on avait animé un atelier sur le bonheur et j'étais très surpris. C'est qu'en fait on a toujours l'impression qu'on sait ce qui va rendre les gens heureux. On a toujours plein d'impressions et en fait, on peut être très, très, très surpris. Je vais donner un exemple concret. C'est des avocats qui étaient là, une avocate qui avait dit « Moi, ce qui me rend heureux dans l'entreprise, c'est être capable de partir à un cours de yoga le mercredi à 3 heures sans me faire juger par mes collègues parce que ce cours de yoga-là, à Montréal, il se donne ce jour-là. Donc, je vais partir pendant 1 heure, 1h30, puis je vais pouvoir revenir travailler après, mais j'ai pas le regard des autres qui se disent, bah là, disons, la vie est belle, on part à cette heure-ci, et puis nous, on continue à travailler. Il y en a d'autres qui avaient juste dit, bah moi, le fait est que quand les horaires de travail sont terminés, je reçois plus de courriels, j'ai plus d'appels, j'ai pas de pression, donc je peux travailler très fort tant que je suis au travail, mais une fois que ma journée de travail est terminée, je suis pleinement à ma vie privée. Et puis bah ça en fait ça coûte pas cher à l'entreprise, ça coûte pas de l'argent, mais puis là j'envoie un petit message à tous les gestionnaires qui nous écoutent. Le télétravail a développé des mauvaises pratiques dans la relation entre les collaborateurs et les gestionnaires. C'est qu'il n'y a plus de barrière maintenant. C'est fréquent que des chefs d'entreprise me le disent, des gestionnaires m'en parlent et que des employés le subissent. Je reçois un courriel, un texto le vendredi soir à 7 heures. Je reçois un message, un courriel le dimanche en fin de journée. Puis là, je vous le dis, gestionnaire, chef d'entreprise, quand vous faites ça, vous polluez la vie privée de vos collaborateurs. Ça peut paraître fou. Puis je sais que certains vont dire, bah non, mais oui, c'est vrai. Vous êtes en famille, vous commencez à vous installer pour aller à un film, vous êtes tous, et puis un secours, vous recevez un texto de votre patron qui fait « Ah, et demain, il faut absolument qu'on se parle d'un dossier. » Ben, je suis désolé, le film, vous y pensez plus vraiment. Vous êtes en train de penser à quel dossier il veut qu'on parle demain matin. Et il y a plein de choses qui vont rentrer, qui vont venir nuire en fait la qualité de vie qu'on peut avoir. Puis des fois, les chefs d'entreprise, ils ne me croient pas. Ben, je leur imagine qu'un de tes collaborateurs t'envoie un texto dimanche soir en disant « Demain, il faut absolument qu'on se parle. »
ben, je te promets qu'il vient de te gâcher ta soirée parce que tu vas dire, est-ce qu'il est en train de m'annoncer qu'il va me quitter? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, vous allez vouloir en savoir plus, vous allez retaxer, mais est-ce que tu veux qu'on s'appelle maintenant? C'est urgent. Donc, mettez en place, on va dire, vous savez, au Québec, on ne l'a pas encore. En France, c'est devenu une loi. Il y a d'autres pays où c'est même des obligations. Puis, ça prend l'importance avec le télétravail, mais le droit à la déconnexion. On peut travailler très fort au travail, mais à un moment, ouf, on lâche un peu nos collaborateurs, donc on se déconnecte. Puis d'ailleurs, à titre d'exemple, très novateur, il y a quelques années de ça, au Japon, des grandes entreprises ont mis en place la déconnexion des serveurs. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer tous les courriels que vous voulez à qui vous voulez. À partir de 7 heures le soir, ils ne sont plus distribués, ils seront redistribués que le lendemain matin à 8 heures ou 7 heures, je ne sais plus trop. Ben, c'est ça. Je pense que quand on parle de qu'est-ce qui fait qu'une entreprise peut se démarquer, ben, c'est des petites choses comme ça. Et je rajouterais le fait de le communiquer, parce qu'on va communiquer sur, on a un très bon salaire, sur certains avantages sociaux, mais sur le savoir-être, comme le droit à la déconnexion. Parce qu'effectivement, le droit à la déconnexion, moi, je l'ai vécu. Le fait d'avoir peur de partir à une certaine heure, et en plus de ne pas être du tout productif, et en attendant, ils vont me regarder, ils vont me juger, est-ce que je peux partir? C'est source de stress. On parle du stress, du mal du 21e siècle. Est-ce que l'organisation a créé des outils pour être moins stressé? Pendant la pandémie, ça a accentué un petit peu en plus la charge mentale et le stress. Donc, est-ce qu'on crée les bonnes conditions pour pouvoir travailler, surtout qu'il y a un stress qui est positif, puis qui stimule, et puis un stress qui juste nous paralyse et qui nous empêche de bien travailler. Nous, on veut des gens performants. Mais tout ça, ce droit à la déconnexion, parce qu'on vit de la culpabilité. On reçoit, on est tranquille chez soi les fins de semaine, un texto, comme tu le dis, de son équipe, de son gestionnaire, et on est angoissé toute la soirée. Et tout ça, c'est dire comment on veut vivre dans l'organisation. Ça, le bonheur, ça y contribue. Chez nous, on fait du droit à la déconnexion. Chez nous, voilà, si tu as, par exemple, en ce moment, si tu dois aller voir un médecin à 15h et tu n'as pas de réunion, mais on te fait confiance, tu pourras récupérer tout sur ton horaire par la suite, sur la flexibilité. C'est-à-dire, comment nous, on vit notre travail au quotidien. Et c'est ça, aujourd'hui, je pense qu'on cherche aussi du savoir-être, comment on veut se sentir. Et ça, c'est vraiment important. Puis, Mathilde, je ramène juste, avant la pandémie, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, des fois, étaient excédés de voir leurs employés avec leur téléphone et de recevoir des messages via Facebook et tout ça. Vous savez, ils le disaient. Ils disaient, ah non, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois mettre une procédure pour interdire les téléphones pendant les heures de travail ou n'importe? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils font dans certains cas auprès de leurs employés quand ils sont plus en entreprise. Puis, donc, c'est ça. Je pense qu'il faut être capable de se réinventer puis de se booster un petit peu. Et est-ce que tu aurais d'autres leviers à la mobilisation? Effectivement, il y a tout ça, on a parlé de savoir-être, du bonheur. Est-ce qu'il y aurait aussi d'autres leviers? Parce que ça, ok, on vend, on attire les candidats. Après, il faut que cette démarche elle soit sincère, parce qu'effectivement, il ne faut pas que ce soit que sur la marque employeur, on vous vend la déconnexion, puis en fait, c'est absolument pas ça. Ce qu'on vous a montré qu'on était heureux, finalement, c'est absolument pas le cas. Est-ce que tu aurais des leviers à la mobilisation? Le fait que ça dure dans le temps aussi. En fait, Mathilde, il y a un point qui est important, c'est qu'on peut faire les plus belles coms qu'on veut, puis on peut faire les plus beaux slogans qu'on veut, on peut être super high-tech en marketing. La seule chose qui va marcher, c'est ce que va réellement vivre l'employé. C'est-à-dire que si vous lui expliquez que votre entreprise est bienveillante, qu'elle travaille fort sur le bien-être au travail et autres, lui ou elle, la seule chose qu'il va voir, c'est concrètement, ça se traduit par quoi? C'est quoi les actes concrets? Puis ça, c'est pas de l'argent. Là, c'est pas d'argent qu'on parle. J'ai aimé ton exemple, Mathilde. On est des parents, on offre des beaux cadeaux à nos enfants, mais on leur accorde pas de temps. Ben, ils seront pas plus heureux parce que vous leur avez fait un beau cadeau. Ça n'a rien à voir. Donc, pour rendre nos employés plus heureux, je pense qu'il y a deux choses qui sont pour moi la base du bien-être entre les personnes. C'est le temps et l'attention. Donc, si vous accordez du temps à vos collaborateurs et de l'attention. Donc, c'est-à-dire que quand ils vous parlent, vous les écoutez, vous prenez en considération ce qu'ils sont en train de vous dire. Déjà, vous allez mettre ce que moi j'appelle des fondations de bonne collaboration. Si vous ajoutez à ça la confiance, puis une vraie confiance, pas une confiance, une semi-confiance, non, une vraie confiance. D'ailleurs, je ne sais pas comment on peut donner la moitié d'une confiance. Je ne sais pas. Des fois, ils me disent j'ai confiance à 50%. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils font ces gens-là parce que on a confiance ou on n'a pas confiance. Alors, si vous n'avez pas confiance, posez-vous la question, est-ce que vous pouvez continuer à travailler avec ces gens-là? Tout simplement.
Moi, je pense que si un jour j'avais pas eu confiance en mes patrons, je serais parti. Puis si j'avais pas confiance dans mes collaborateurs, je ne serais pas avec eux. Donc, premièrement, la confiance, c'est quelque chose qui nous amène individuellement un sentiment de bien-être. Puis aussi, la possibilité, parce qu'on parle de plus en plus, ça va être du droit à l'erreur. Mais comment vous voulez accepter le droit à l'erreur aux gens s'ils ne se sentent pas en confiance? Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui est déconnecté. Vous dites aux gens, vous avez le droit de prendre l'initiative, faire des erreurs, mais vous ne leur démontrez pas que vous avez 100% confiance en eux. Donc ça, c'est des choses qui vont être des leviers de mobilisation. Ce qui va faire aussi la force d'une entreprise en mobilisation, c'est d'être capable de confier réellement des dossiers de A à Z aux gens. Puis vraiment, c'est pas de lui dire je te partage ça puis ou je te donne ça à faire, c'est je te confie ce mandat-là. Puis on est là si tu as besoin, mais c'est toi qui vas livrer, c'est ta responsabilité. Et ce qu'on voit dans certaines entreprises, des fois, on dit pour protéger nos employés, on va faire pour eux. Non, déresponsabiliser les gens n'a jamais rendu les gens plus heureux. Loin de là, c'est tout l'inverse. Moi, plus on va me donner plus on va me partager de la confiance, plus on va me donner de la responsabilité et plus on va me laisser aller jusqu'au bout de mes projets, bien plus je vais être heureux. Puis, s'il y en a qui ont des doutes, vous avez juste à penser ou à échanger avec des gens qui sont, par exemple, dans la technologie de l'information, qui, eux, aujourd'hui, vivent une vraie pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui fait qu'ils recrutent une ressource versus un de leurs compétiteurs? Le projet. Parce que quand ils vont rencontrer un candidat, ils vont lui parler du projet sur lequel il va travailler. Puis c'est ça qui va faire que le candidat va faire hey, « Waouh, ça, j'ai envie de participer ». Donc, on amène des beaux projets. Puis quand je dis des beaux projets, on ne demande pas forcément de refaire le monde, là, mais en tout cas, on amène des choses concrètes. On met ensemble des gens qui ont envie de travailler ensemble. Ça aussi, c'est important. Donc, tu l'as dit, hein, Mathilde, de créer une ambiance de collaboration, de bien-être. On sent que quand on est là, les gens nous apprécient. Puis quand on n'est pas là, ils ne parlent pas dans notre dos. Donc ça, c'est important aussi que ça puisse fonctionner. Puis un des derniers ingrédients que j'aime beaucoup dans la mobilisation, c'est prendre le temps de comprendre leurs besoins. Donc, réunir régulièrement ces employés pour faire des panels de discussion sur des tas de sujets divers et variés. Puis ça, c'est 100 fois plus puissant que des sondages en ligne. Parce qu'un sondage en ligne, c'est un moment émotionnel où on texte quelque chose, où on fait une réponse à un sondage, à une question, puis après, on compile tout ça, puis on se donne des statistiques et des fois, on se donne bonne conscience. Mais réunir régulièrement ces employés, réunir aussi des gens de façon, on va dire, interdépartement pour parler de sujets divers et variés comme par exemple le bonheur au travail, le droit à la déconnexion, les projets, les défis de l'entreprise. Puis partager ce qu'on vit au sein d'une entreprise avec des différents panels de personnes, mais ça amène vraiment un niveau de mobilisation parce qu'on se sent écouté, mais on sent aussi qu'on est un acteur dans l'entreprise. On sent qu'on a vraiment un pouvoir. Puis, des fois, quand on n'a que, par exemple, un département qui se réunit versus quand on a toute l'entreprise qui est représentée par 2-3 personnes différentes ou 4-5 personnes selon la taille de l'entreprise, ben là, on se rend compte que les visions sont croisées, on apprend à mieux comprendre les autres départements, on apprend à s'impliquer interdépartement. Et ça c'est ce qui fait un bon levier de mobilisation. Donc, si on résume un peu tout ce que tu as dit là depuis tout à l'heure, à ton avis, qu'est-ce que recherche un employé en 2022? En tout cas, quand il va regarder, qu'est-ce qu'il va rechercher? Je pense que ce qu'il va rechercher, c'est une entreprise authentique. C'est-à-dire que si vous expliquez tout ce que vous faites dans votre entreprise, ce qu'il va vouloir voir, c'est le côté authentique, le côté cohérent. Ça, c'est clair. Ça, s'il y a bien des fois quelque chose que les entreprises ont des fois du mal, c'est elles mettent beaucoup d'argent ou de temps sur des sujets, mais à côté de ça, il y a des choses qui sont incohérentes avec ça. Puis là, c'est flagrant là. Donc l'incohérence, ça, je pense que les gens n'en veulent plus. Ce que recherchent les employés aujourd'hui, c'est cette flexibilité parce que qu'on appelle l'agilité, hein, pour être très à la mode, il faut être agile aujourd'hui. Je pense qu'on l'a demandé pendant longtemps à nos employés, on l'a imposé pendant la période de pandémie. Là, aujourd'hui, les employés, ils veulent de l'agilité. Ils veulent bien comprendre les besoins de l'entreprise, ils veulent bien comprendre les besoins des clients de l'entreprise, mais ils veulent aussi que l'entreprise comprenne aussi leurs propres besoins.
Donc ça, je pense que ça fait partie des critères. La bienveillance, une vraie bienveillance, la reconnaissance, j'ai envie de dire, on n'a rien réinventé. Hein. La reconnaissance, ça a toujours existé. Puis une vraie reconnaissance, puis pas forcément encore, je parle pas de reconnaissance financière, bah, tant mieux si l'entreprise peut le faire et c'est parfait, il n'y a personne qui sera contre ça. Mais juste dire merci aux gens, reconnaître aussi leur qualité, et puis faire reconnaître ces qualités par des activités de groupe. Ça, je pense que c'est vraiment agréable. Puis, si à un moment, on se pose la question, est-ce que je vais rester dans l'entreprise ou pas? Mais quand on vit ça dans une entreprise, on se dit, est-ce que je suis prêt à perdre ça pour gagner 2, 3, 4 1000 $, 10 000 $, je sais pas, de plus. Je pense que ça, c'est... Puis ça coûte pas cher, en fait, au final. Hein. Je dis toujours, les choses les plus efficaces sont pas... C'est loin d'être les plus chères. Merci Philippe. En tout cas, ceux qui sont... Si vous voulez écrire sur le chat, vous pouvez me poser des questions, puis je les transmettrai à Philippe. Et là, tu me dis tout ça, mais effectivement, comment on les communique vraiment réellement? Comment on fait en sorte que ça se ressente et que tout ce qui est vécu soit perçu? Premièrement, est-ce que les gestionnaires sont conscients de ce qui se vit réellement dans l'entreprise? Souvent, les gens me disent, en fait, tu as raison, on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps en tant que gestionnaire. Donc, comme on ne prend pas le temps parce que la plupart des gestionnaires aujourd'hui, faut le dire, hein, ils sont tous débordés. Ils sont tous débordés. Alors, leur dire en plus, on va animer des panels, on va s'intéresser à nos employés, ils vous regardent, ils font, non mais c'est parce que j'ai pas le temps déjà de faire mon travail. Et là, tu me demandes de m'intéresser, j'ai pas le temps. Donc, premièrement, c'est de se dire qui on est, qu'est-ce que les gens aiment dans l'entreprise. Et une fois qu'on a ça, et qu'on comprend pourquoi les gens sont dans notre organisation, on va juste communiquer, puis on va juste continuer à développer ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur nos forces en entreprise, puis on va continuer à les développer. Nos faiblesses, on va les travailler, mais globalement, c'est comme nous en tant qu'humains, on a des faiblesses, et si on met trop d'énergie à vouloir développer uniquement nos faiblesses, on perd dans ce qui faisait nos forces, quoi. On perd notre nous, en fait. Hein. Puis on ne veut pas ressembler forcément toujours aux autres, même si des fois la société nous demande d'être très dans une norme. Peut-être que la norme, c'est de ne plus avoir forcément de normes. Donc, il faut s'intéresser à ses employés. Puis tout ce qui est bien, il faut le valoriser. Il faut le mettre de l'avant. Il faut aussi. Puis quand je dis mettre de l'avant, c'est être capable, lorsqu'il y a des belles choses qui sont faites dans l'entreprise, pas dire il y a ça qui est bien fait dans l'entreprise, c'est qui fait ça de bien dans l'entreprise. Il faut aussi valoriser les gens, les humains, pour qu'il y ait un effet d'entraînement par rapport à tout ça, quoi. Alors, on parle d'humain, on parle de bien-être, et là, il y a une question qui... Voilà. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la robotique, hein, que certains milieux de travail ont privilégié la robotique. Où est-ce qu'il y a derrière tout ça et comment on deal avec tout ça? Bon, alors, la robotique, je pense qu'il faut quand même remercier la robotique parce qu'il y a quand même des tâches qui, avant, n'étaient pas robotisées et qui étaient pénibles. Genre, les gens, ils étaient brûlés à la fin de leur vie. Là. Genre, ils étaient usés. Genre. Il y a des métiers qui, physiquement, étaient très durs. Donc, la robotique, oui. Mais en même temps, et puis je fais juste un petit aparté. Lundi dernier, on a quand même échangé au Patrimoine RH avec, on avait en entrevue la sommité au niveau de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'une des personnes les plus influentes dans l'intelligence artificielle au niveau mondial, et qui s'appelle le docteur Luc Julia. Et je demandais à Luc, je lui demandais si un jour on pouvait envisager qu'il y ait une voiture qui soit 100% intelligente et qu'on n'ait plus besoin d'humains pour la conduire. Et alors que lui, c'est quand même une des sommités. Hein, il a travaillé pendant plus de 10 ans pour Samsung. C'est lui qui a inventé Siri, vous savez, l'application Siri pour Apple, c'est lui qui l'a inventé. Et il m'a dit non, Philippe, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. On aura toujours besoin de l'humain. Et quand on dit que l'intelligence artificielle est en train de nous échapper, elle nous échappe pas, mais quand on a l'impression qu'elle nous échappe, c'est parce qu'on veut bien qu'elle nous échappe. Mais pour l'instant, de toutes les connaissances qu'on a, c'est qu'on aura toujours la possibilité de rester les maîtres. Donc, dans la robotique, dans l'automatisation, je pense que ça sera ça, mais on aura toujours besoin de l'humain. Puis peut-être que oui, on aura moins de gens à faire des tâches qui étaient pénibles hier, mais en même temps, si ça permet aussi, parce qu'il faut quand même regarder ça dans la réalité, hein, c'est que pourquoi
les gens vivent de plus en plus vieux, ben, non seulement il y a tout ce qui va dans la médecine, les connaissances et tout ça, mais aussi il y a des métiers qui sont quand même moins pénibles aujourd'hui qui pouvaient l'être en 1800, quoi. Donc ça fait une grande différence. Moi, j'irais dans le sens de cette question encore plus loin. Comment on peut mettre la robotique au service de l'humain? Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, voilà, tu dis là c'est bien, mais comment on peut allier les deux? Parce que là, on voit même sur l'informatique, on a plein de courriels et des fois, on oublie de prendre le temps avec les autres. On oublie tout ça. Comment on peut faire en sorte que ce soit au service de l'autre? Ben, en fait, là encore, hein, il faut être audacieux parce que il y a une entreprise allemande qui aujourd'hui, une grosse entreprise allemande, qui aujourd'hui, à chaque fois que ses collaborateurs partent en congé, pour éviter d'avoir le stress de revenir de vacances et d'avoir 200, 400 courriels à gérer, a mis quelque chose en place. Et puis là, je m'adresse aux dirigeants, chefs d'entreprise, et est-ce que vous seriez prêts à ça? C'est-à-dire que tous les messages qui rentrent pour la personne qui est en vacances sont systématiquement supprimés. Et la personne qui lui a écrit reçoit un message. Malheureusement, votre message a été supprimé. Cette personne étant en congé, on vous demande de recontacter avec elle à partir de telle date. Ben, ça, c'est l'automatisation qui préserve le bien-être des gens. Et puis d'ailleurs, il disait même dans le courriel qu'en fait, il disait non seulement la personne à qui vous avez écrit ne pourra pas recevoir le message, mais par contre, si c'est vraiment urgent, voilà d'autres personnes que vous pouvez contacter. Imaginez, puis je ne sais pas toi Mathilde, mais moi j'imagine arriver puis ne pas avoir un courriel à traiter après 2 semaines de vacances. Waouh, j'adore. Ouais, donc il faut vraiment le penser différemment. Il faut dire, ok, pourquoi ça sert à ça et aller là-dessus. Alors j'ai plusieurs questions. On me demande si l'humain travailleur en 2022, après ces 2 ans de pandémie, on est un peu essoufflé, il n'est pas devenu tout simplement trop difficile à gérer. Il est difficile d'accommoder et de contenter des besoins individuels de chacun individuellement. Comment on fait en sorte que chacun des besoins spécifiques, d'allier spécificité et unicité et collectif? C'est difficile parce que oui, on a tous passé des périodes très très difficiles. Il faut pas se mentir, la Covid va laisser des traces psychologiques auprès de tout le monde. Ça, c'est clair. On s'est retrouvés, puis moi aujourd'hui, je le dis aux chefs d'entreprise, il va falloir réellement réapprendre à vos collaborateurs à revenir au travail, mais avoir envie de revenir, pas les forcer à avoir envie, et de réapprendre à communiquer en présentiel. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la réalité. Alors oui, les gens ont d'autres attentes, mais je rappellerai juste quand même, c'est que pendant cette période de pandémie, les dirigeants d'entreprise ont souffert, les entreprises ont souffert, les employés ont souffert. Ça laisse des traces, c'est évident. Quand vous êtes un employé, puis que vous avez vos 2 enfants à garder, que vous avez votre entreprise qui vous met la pression parce qu'il faut revenir au travail, parce qu'on a besoin de vous, mais que l'école ne prend pas vos enfants, puis qu'à un moment, il y en a un qui est malade. Je pense qu'il faut, la bienveillance, c'est aussi de comprendre que nos employés, nos collaborateurs ont passé 2 années très difficiles. Et oui, il va y avoir à réapprendre à collaborer. Puis est-ce que ça sera plus difficile qu'avant? Je ne penserais pas, mais actuellement, c'est compliqué, puis c'est normal. Moi, je connais des chefs d'entreprise qui me disent, Philippe, qu'est-ce qu'il en vient, à ton avis, pour l'avenir dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration? On n'arrive plus à recruter. C'est sûr que la pandémie a fait peur à beaucoup de gens qui ont décidé de changer de métier parce qu'on leur disait qu'ils pouvaient travailler, après on disait qu'ils pouvaient travailler, puis bon, c'est aujourd'hui c'est un secteur qui est touché. Donc oui, je comprends. En tout cas, la question est pertinente. Et est-ce que les gens sont plus difficiles à gérer? Je penserais pas, mais leur réalité a changé et donc ça amène d'autres freins autour de ça. Ouais. Merci Philippe. Alors une autre question, est-ce que tu as des conseils et des bonnes pratiques en entrevue pour convaincre les candidats potentiels? Là, ils arrivent, etc. Comment tu peux leur transmettre l'envie de travailler avec toi? Et comment les mettre à l'aise et leur faire valoir les belles forces de l'organisation? Alors, premièrement, c'est que quand vous êtes un dirigeant d'entreprise, gestionnaire ou quelqu'un en ressources humaines et que vous êtes en entrevue, le candidat, surtout si le candidat a d'autres opportunités, et ce qui est quand même le cas de beaucoup de candidats actuellement, il vous voit comme un représentant, comme un vendeur, comme le commercial de l'entreprise. Donc, il va prendre
une partie de ce que vous lui indiquez, mais vous savez, c'est qui un jour s'est pas fait avoir d'une entreprise, on disait qu'il allait intégrer une super belle équipe, une belle cohésion d'équipe, tout ça, puis il arrive dans l'équipe, puis il se rend compte que la cohésion, elle est bien sur le papier, mais elle n'est pas dans la réalité. Donc en fait, je pense qu'il y a pas 50 moyens de faire découvrir une expérience candidat, une expérience employée à un candidat. C'est oui d'avoir votre première entrevue avec le candidat au niveau de votre titre, donc gestionnaire, chef d'entreprise ou RH, mais après de provoquer des rencontres avec l'équipe, sans vous, sans votre présence. Si vous pensez que ça peut fitter, qu'il puisse parler à l'équipe. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis, je sais pas, ça fait 20 ans. Moi, l'ensemble de mes collaborateurs dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est eux qui recrutaient leurs collègues. Parce que même si je trouvais que c'était le meilleur collègue parce qu'il y avait des compétences techniques, s'il n'y a pas de fit dans l'équipe, s'il n'y a pas de feeling, vous allez mettre des gens à travailler ensemble, mais pas plus que ça, puis ils resteront pas là. Donc, je pense que donner la possibilité aux entreprises, aux collaborateurs de choisir leurs collègues, je pense que c'est une belle force en tout cas. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres choses que tu voulais pour conclure un peu cet échange? En fait, je pense qu'on avait un dernier petit sondage qu'on pourrait peut-être envoyer et puis ça nous permettrait peut-être de clôturer par rapport à ça. Oui, je vous envoie ça. Ah, alors on ne voit pas les réponses, par contre, je vais vous le dire. Donc, quel est le moyen le plus envisageable pour votre organisation pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre? Donc, forte augmentation des salaires, réduire ses activités, recruter à l'international ou repenser nos pratiques de gestion RH. Alors, comme tout à l'heure, vous pouvez répondre donc pas via le chat, mais vraiment directement dans le sondage. Est-ce que vous voyez le sondage que j'ai envoyé? Oui, nous on le voit. Ah, ok, d'accord. Ah, voilà, je n'avais pas lancé le sondage, désolée. Donc là, vous pouvez commencer à répondre. Peut-être redonner, Isabelle, les possibilités des réponses. Oui, redonner en fin de compte les réponses. D'accord, bon. Alors là, moi, je ne les vois plus. Voilà, vas-y. Je peux les donner. Donc, en fait, une des solutions qui est proposée, une forte augmentation des salaires, réduire vos activités. Globalement, vous avez moins de monde, on ne prend plus de contrats. Recruter à l'international ou repenser vos pratiques de gestion RH. Alors, on va attendre encore un petit 5 secondes. Je vois que ça rentre encore. Voilà, je le lance. Forte augmentation, il y a quand même des gens qui y pensent. Oui, ça peut être une possibilité. Réduire ses activités, bon, personne ne veut passer par là, tout le monde veut continuer. Recrutement à l'international, bien sûr. Et puis ça, je pense qu'il faut vraiment que toutes les entreprises se disent, il faut qu'on s'ouvre à ça. Je veux dire, et puis vous allez être surpris des fois de voir un peu les facilités qu'il peut y avoir malgré tout ce qu'on entend. Ça peut être quand même une belle opportunité. Et bien sûr, repenser vos pratiques. Ça, je pense que c'est non discutable. Et repenser vos pratiques, c'est aussi faire autrement et pas faire parce que les autres font généralement comme ça. C'est pas comme ça qu'on se démarque en tout cas. D'accord, je vous remercie beaucoup Philippe et Mathilde. Si vous voulez aller plus loin en fin de compte, Philippe et Mathilde offrent des formations avec Isarta. Alors je vais vous partager ça tout de suite. Donc on a vraiment en fin de compte touché à ces sujets-là, donc l'attraction de talent, on en a parlé, le recrutement international dans le sondage, les techniques de recrutement, c'est vraiment une innovation RH de patrimoine RH. On en a parlé également de fidéliser les employés et sa marque employeur aussi. Puis Philippe offre un petit atelier, je pense, Lego bien propice à son organisation et puis également pour la gestion du stress. Et Mathilde, donc elle offre
bien évidemment le bien-être au travail, donc sa spécialisation, mais également plein d'autres formations, dont culture d'entreprise et intégrer et former vos nouveaux employés. Alors, on espère que cela a été enrichissant pour vous. Je vous remercie beaucoup encore une fois, Mathilde et Philippe. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Et puis bonne fin de journée à tous les participants et les participantes.